Voilà, bah écoutez, aujourd'hui je vais vous parler du trouble anxieux, qui est un trouble qui touche à peu près 3 à 4% de la population générale, c'est-à-dire quand même bien 2-3 millions de personnes. Donc c'est un trouble très fréquent. Et on pense même que si on met l'ensemble des troubles anxieux dans un même lot, c'est-à-dire dans un même groupe, on arriverait à près de 20% des gens qui auraient dans leur vie contracté un état d'anxiété pathologique, c'est-à-dire un état, si vous voulez, de plainte psychologique, de plainte physiologique, de plainte physique. Alors comment ça se traduit, un état d'anxiété gênant? Ça se traduit par d'abord des pensées angoissantes, des pensées pénibles, des pensées inquiétantes, un pessimisme modéré, mais un pessimisme quand même, le sentiment que finalement on n'a pas beaucoup que les choses ne vont pas bien, que les choses sont difficiles à se mettre en place. Et surtout, ce qui est caractéristique de l'anxiété, c'est cette tendance qu'ont les personnes à ruminer, à penser beaucoup, toujours un peu la même chose et d'une manière un peu automatique et toujours un peu présente en eux, comme un petit quelque chose qui, vous savez, qui a l'impression d'être toujours présent et qui, comme un caillou dans la chaussure, vous voyez, quelque chose qui vous gêne, mais qui n'est pas forcément très très handicapant non plus. Après, vous avez aussi souvent dans les troubles anxieux, très souvent dans les troubles anxieux, des symptômes physiques, corporels. Vous savez, on dit toujours que le tube digestif est le deuxième cerveau de l'individu, et c'est pas par hasard, c'est parce que le cerveau est relié au plexus solaire qui est ici, et le plexus solaire distribue l'ensemble de ses nerfs à toute la paroi abdominale et au thorax. Donc vous allez avoir des symptômes comme des spasmes digestifs, des ballonnements, des tensions au niveau de l'abdomen, vous allez avoir des oppressions thoraciques, du mal à respirer, une sensation d'étouffement, alors que finalement, quand on fait des examens, évidemment, on ne retrouve rien. Et cette symptomatologie anxieuse, qui est assez fréquente, beaucoup plus d'ailleurs qu'on l'imagine, parce que beaucoup de gens sont anxieux sans le savoir. Beaucoup de gens, par exemple, vont voir des gastro-entérologues, ou voir des rhumatologues, ou voir des spécialistes de la douleur, pour des symptômes qui en fait sont très très souvent liés à leur état d'angoisse et de tension intérieure. Voilà, donc c'est vrai que l'anxiété quand on arrive, si vous voulez, à relier en quelque sorte cet état d'anxiété à cette pensée inquiétante, pénible, désagréable, qui par moments est très très pénible et très ruminante, hein, très obsédante, et puis qu'en même temps vous avez des symptômes physiques dont on ne perçoit pas trop bien l'origine. Vous voyez, on ne trouve pas de cause vraiment organique, et que en plus ces symptômes vont être un peu fluctuants en intensité, en positionnement. Eh bien, ça veut dire qu'on a un état anxieux très souvent, hein, surtout quand on a en plus cette inquiétude dont je vous parlais juste avant. Alors, à quoi est due l'anxiété? C'est une question évidemment très difficile, parce que il peut y avoir de très nombreux cas ou explications à un état anxieux. Vous savez, l'anxiété, c'est un peu comme des nuages, et de la même façon que les nuages vont et viennent, eh bien l'anxiété va venir et partir. Et de la même façon, quand vous avez un météorologue, eh bien, il vous explique que dans 3 jours, vous aurez des nuages à tel endroit, parce que tel et tel vent sont de telle ou telle manière. Donc vous voyez, on voit bien que cette image du nuage explique bien que c'est très compliqué de savoir comment une personne va être dans 15 jours et comment elle était il y a un mois. Pardon. Et finalement, il est bien évident que ces états d'anxiété font très souvent suite à des circonstances de vie, à des situations de vie qui ont été perturbatrices. Ça peut être des relations difficiles avec un conjoint, ça peut être des problèmes rencontrés avec un enfant qui ne va pas bien, ou qui est un échec scolaire, ou qui fait peut-être une dépression ou une maladie somatique plus embêtante, etc.
Et c'est vrai que, ou alors c'est peut-être aussi un problème au travail, parce que malheureusement, c'est des choses qu'on voit de plus en plus souvent. Et toutes ces notions nous amènent effectivement à concevoir que l'anxiété, c'est quelque chose qui est en fait le reflet sur une personnalité qui est plus ou moins sensible, évidemment. Vous avez des personnes qui ont une endurance très forte à l'environnement, aux difficultés de l'environnement. Vous avez des personnes beaucoup plus sensibles qui, en temps normal, vont bien et qui, malheureusement, par moment, se mettent à aller moins bien. Alors, face à l'anxiété, que faire? Parce que finalement, l'anxiété n'est maladive qu'à deux conditions. Elle n'est maladive qu'à deux conditions. Car encore une fois, tout le monde peut avoir des symptômes d'anxiété. Tout le monde peut avoir de temps en temps un peu d'anxiété, un peu de quelques troubles digestifs ou quelques pensées anxieuses. Il n'y a rien de très anormal dans ça, et si tous les gens qui avaient ces symptômes étaient des malades mentaux, évidemment, ça ne serait pas 3% des gens, ça serait 99%, peut-être même plus. Donc, bien évidemment, il faut distinguer ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Alors, qu'est-ce qui est anormal? Ce qui est anormal, en quelque sorte, ce qui montre un degré de maladie, quelque chose qui est au-dessus de ce qui est habituel, eh bien, c'est deux choses. La première chose, c'est que les symptômes aient un caractère durable. Vous voyez, ce qui est très important, c'est que cette gêne dure depuis au moins 6 mois. C'est-à-dire que, vous voyez, si vous avez un petit peu de gêne pendant 15 jours, ou 3 semaines, ou un mois, eh bien, on ne pourra pas considérer que votre état est maladif, sauf si vraiment il est extrêmement intense, auquel cas on parlera d'attaque de panique, de crise d'angoisse aiguë, mais c'est un petit peu différent, et encore une fois, c'est à ce moment-là passager. Mais vous voyez, quand cet état d'anxiété s'installe durablement, et que le conjoint ou le sujet dit qu'il a repéré que l'autre avait, ou soi-même, a cet état d'anxiété depuis au moins 6 mois, eh bien, il faut considérer que là, on a un premier critère pour parler de maladie. Le deuxième critère, c'est un niveau de handicap. Si le niveau du handicap, c'est juste une petite gêne passagère, une demi-heure par-ci, une heure par-là, et que ça n'empêche pas de travailler, de recevoir des amis, de faire du sport, d'avoir des contacts, de s'intéresser aux choses, on ne peut pas considérer qu'on est dans un état de pathologie. Il y a une petite gêne, qui n'est pas négligeable, qui doit être surveillée, écoutée, entendue, mais on n'est pas dans un vrai niveau de pathologie. Alors, dans ce cas-là, on ne traitera pas l'état, on surveillera l'état, mais on ne le traitera pas. Alors, j'en reviens maintenant à la notion du traitement de la prise en charge. La prise en charge d'un trouble anxieux, il y a 3 solutions les plus usuelles. La première solution, la plus connue, bien sûr, ce sont les médicaments qui ont l'effet de détendre, de favoriser l'anxiolyse. Mais ces médicaments, comme vous le savez, ont plusieurs inconvénients. Celui d'agir sur la mémoire, bien souvent, de manière évidemment négative, celui de faire perdre de la vigilance, et puis surtout, peut-être encore, celui de faire perdre de créer une dépendance. Et la dépendance est très embêtante parce que les personnes ont beaucoup de mal à arrêter. Et parfois, on voit des personnes qui prennent ces médicaments pendant plusieurs années, ce qui évidemment n'est pas du tout souhaitable. Et puis enfin, il y a aussi le problème des troubles de mémoire, parfois, et même souvent induits par ces médicaments pris de manière prolongée. La deuxième solution, c'est la psychothérapie. La psychothérapie, il faut, chez l'anxieux, aller vers des psychothérapies essentiellement anxiolytiques, qui cherchent à comprendre l'intervention qui a favorisé cette situation, comment arriver à essayer de dénouer le processus qui s'est mis en place. Ça prend un peu de temps, pas non plus un temps fou, ça ne doit pas prendre non plus des années. On n'est pas sur une psychanalyse qui est une remise en cause complète de son histoire et la recherche de l'origine de son traumatisme, qui est complexe, qui est difficile, qui est rare, qui se fait surtout sur des pathologies très, très modérées, voire sur des personnes qui cherchent à progresser dans leur compréhension d'eux-mêmes et de leur histoire. Là, on est plutôt sur des prises en charge psychothérapiques de type cognitivo-comportemental, c'est-à-dire on travaille sur les mécanismes de défense, la façon dont on agit, la façon dont on avance dans la vie. La troisième prise en charge qu'on propose et qui est beaucoup plus méconnue, peut-être pas par vous,
si vous m'écoutez, mais qui est plus méconnue par la population, c'est la cure thermale. La cure thermale, vous savez, c'est une cure pour des patients curistes. C'est pas une cure rhumato, c'est une cure pour les troubles psy, c'est-à-dire des troubles d'anxiété, des troubles du sommeil, les troubles enfin, des troubles dépressifs modérés. Je ferai une autre vidéo sur cette thématique, sur les états d'épuisement, par exemple le burn-out ou la situation par exemple des aidants qui sont également dans des situations d'épuisement psychologique. Enfin, des tas de situations comme celle-là. On fait aussi du sevrage d'anxiolytiques, on en parlera également dans une autre vidéo. Et donc, dans toutes ces thématiques, si vous voulez, qui sont des thématiques de réactionnelles à un environnement stressant, voilà, fatigant, épuisant, eh bien, dans toutes ces thématiques, la cure thermale se révèle très efficace. Elle se révèle très efficace. Pourquoi? Parce qu'elle agit sur le corps, déjà, en créant une détente, en créant une réduction du stress, une réduction aussi des symptômes et une modification bactériologique, plutôt chimiothérapique interne au sujet enfin, pour le patient, qui voit son corps se modifier dans le sens d'une régulation, d'une homéostasie. Et puis, on voit également ces personnes prendre du recul, se mettre en situation de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est une technique particulière qu'on déploie dans nos termes à Saujon et qui est une technique extrêmement efficace pour permettre aux patients de voir leurs troubles se réduire de manière tout à fait significative. Et puis, au-delà de ça, dans les stations psy, nous avons développé des programmes psychoéducatifs qui cherchent à permettre aux patients de trouver des réponses, des solutions à la gestion de leurs angoisses, comment arriver à mieux vivre avec son anxiété, comment arriver à maîtriser celle-ci, à comprendre comment elle fonctionne, à trouver des armes thérapeutiques pour modifier nos comportements, comment prendre du recul, comment se questionner différemment sur les angoisses qui germent en nous. Voilà, toutes ces situations sont vues, alors à la fois sous l'angle d'entretien psychothérapique individuel, mais aussi sous l'angle d'entretien en groupe. Et nous proposons des ateliers, souvent assez nombreux, à l'école thermale du stress, sur les méthodes pour arriver à réduire son anxiété. Et c'est vrai que nous avons réalisé avec l'ensemble des stations thermales psychiatriques françaises en 2010, une étude que j'avais coordonnée et qui était financée par la FRET. Nous avons organisé en 2010, nous avons obtenu les résultats d'une étude très très importante qui a comparé deux groupes de patients. Un premier groupe de patients était des patients anxieux avec un critère diagnostique qui était très fiable, voilà, qui était traité par un médicament qui était spécifique de l'anxiété, qui s'appelle la paroxétine, à 20, 30, 40 mg en fonction de l'état pendant 2 mois. Et l'autre groupe, tiré au sort, était suivi en cure thermale pendant une période de 3 semaines. Et au bout de 2 mois, on évaluait comparativement les résultats qu'on avait dans l'un ou l'autre des deux groupes. Et on s'est rendu compte que les patients qui avaient fait la cure thermale étaient améliorés de plus de 44% de plus que ceux qui étaient traités dans le groupe paroxétine. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que vous aviez 20 points sur une échelle d'anxiété, eh bien quand vous preniez le médicament, vous aviez un gain de 10 points, par exemple, ce sont des chiffres que je prends au hasard, mais pour vous donner des comparaisons, eh bien quand vous preniez la cure thermale, quand vous faisiez la cure thermale, vous avez une amélioration de 14,4 points. C'est-à-dire que vous vous retrouviez à 6 points, même pas à 5,5 points, alors que vous étiez effectivement à 10 points dans le cadre du traitement par paroxétine. Donc un résultat très très performant, avec aussi une action qui était d'autant plus efficace que les symptômes étaient importants en nombre et en quantité et en gravité. Et puis également un nombre de guéris, c'est-à-dire de gens qui étaient très répondeurs à la cure, beaucoup plus élevé, 3 fois plus élevé que le nombre des répondeurs à la paroxétine. En réalité, ce qui a été très notable dans l'étude, c'est que les patients
il y avait beaucoup plus de patients répondeurs dans le cadre de la cure, comme si avec la cure, on arrivait à décrocher complètement du trouble, alors qu'avec le médicament, le décrochage se faisait de manière beaucoup plus lente, beaucoup plus régulière et de manière moins aboutie à la fin de la période de suivi. Voilà, tout ça pour dire que... Alors oui, autre chose importante dans cette étude, c'est qu'on percevait également que les personnes étaient plus améliorées à 2 mois qu'à 1 mois. Je vous rappelle la cure de 3 semaines, donc au bout de 3 semaines, ils terminaient leur cure. On pouvait penser qu'à la fin du premier mois, on allait avoir un résultat optimal et qu'au deuxième mois, les symptômes repartiraient. En réalité, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. L'état a été très amélioré au bout d'1 mois, plus qu'avec la paroxétine, mais l'écart était encore plus important au bout de 2 mois, et même nettement plus, puisqu'il y avait une différence significative entre le résultat à 2 mois et le résultat à 1 mois, et lorsque on comparait à la paroxétine, la différence était encore plus importante. Donc vous voyez, c'est un effet durable en profondeur, et quand on suivait les patients sur 6 mois, les patients qui avaient eu la cure en première intention, eh bien ces patients à 6 mois étaient encore améliorés de 49%, c'est-à-dire pratiquement 50%, au bout des 6 mois. Donc vous voyez un effet qui est à la fois très performant, bien au-delà de la période de la cure, et qui se confirmait jusqu'à 6 mois après la cure, avec beaucoup moins d'effets secondaires, puisque on avait dans un groupe 160 effets secondaires, et dans l'autre groupe, on était à une 50aine d'effets secondaires seulement. Et bien sûr, le groupe où il y avait le moins d'effets secondaires était la cure. Voilà, tout ça pour dire qu'on a là une méthode thérapeutique très efficace, très originale, malheureusement méconnue, mais qui agit en profondeur, qui oblige à sortir de son environnement, ce qui n'est pas simple, mais ce qui est efficace, et qui, par un mécanisme de déblocage progressif des symptômes, on dort mieux, on est moins fatigué, l'angoisse est moins forte, on est moins tendu, on est plus agréable, on parle mieux aux gens, on s'ouvre aux autres, on retrouve confiance en soi, etc. etc. Le moral s'améliore, l'énergie revient. Et bien, par ce mécanisme d'auto-fonctionnement, eh bien, les personnes vont trouver un état qui s'améliore très progressivement et très régulièrement. Voilà un petit peu ce que je vais vous dire sur cette question de l'anxiété qui touche énormément de personnes et qui est très adaptée à la cure thermale, ou plutôt pour laquelle la cure thermale est très adaptée sur le plan thérapeutique. Je vous remercie de votre écoute.